spécification des paramètres musicaux. Dans une pièce qui s'appelle neume rythmique, par exemple, ou mode de valeur et d'intensité. Et la pièce paradigmatique du structuralisme, une pièce du jeune Boulez qui s'appelle Structure pour 2 pianos, en fait, il utilise un matériau qui lui est étranger, il utilise une succession de sons qui provient d'une pièce de Messiaen. C'était toute l'idée du structuralisme comme dépersonnalisation maximale du matériau. Le sérialisme comme étant uniquement le travail non pas sur le matériau même, mais sur les rapports entre... Donc, mais parce que Messiaen est surtout connu pour l'utilisation justement des matériaux. Il a utilisé les chants d'oiseaux, mais est-ce qu'il les a utilisés directement ou est-ce qu'il les a retransposés dans une gamme? Alors, Messiaen avait l'oreille très fine, il allait noter les chants d'oiseaux il allait se promener très tôt, à 5 heures, pour écouter les chants d'oiseaux, et il les notait, mais c'est toute la question de la monumentalité, il les rapportait à une échelle... à l'échelle de l'audition humaine. Donc, quand vous avez des motifs dans son catalogue d'oiseaux, ce genre de choses, évidemment... Est-ce que ce sont de vrais chants qui sont enregistrés ou retransposés? Alors, il les note à l'oreille, il les enregistre également pour pouvoir les retravailler, mais ensuite, il y a quand même... Ce qui fait l'art, c'est quand même le travail sur le matériau. Donc, s'il présentait son chant d'oiseau en disant « c'est de l'art, c'est de moi », le musicien, il dirait « attention ». Par contre, non, il y a un travail du matériau. Parce qu'il y avait également quelqu'un sur lequel Rogo Dallon, qui était musicologue, a écrit des choses intéressantes. C'était Honegger qui, lui, c'était à propos de la locomotive pacifique. Et la thèse de Rogo Dallon, que je résume en gros, et simplifie de façon énorme, c'était que précisément tout cela n'était pas l'insertion de son dans la musique, que c'était une retransposition musicale de la locomotive qui s'appelle Pacifique. Tu vois ce que Oui, absolument. Oui. Mais alors dans ce cas-là, c'est très différent de ce qu'on appelle la musique concrète, qui consiste à utiliser des sons, parce qu'à l'heure actuelle, le grand problème, c'est justement c'est l'insertion de sonorités qui ne sont pas du tout utilisées dans des codes musicaux. Non, je ne sais pas. Si on utilise, je ne sais pas, c'est Stockhausen par exemple, il a fait une œuvre, je ne l'ai jamais entendue, mais qui est faite pour utiliser, je ne sais pas, des mitraillettes dans un hélicoptère, ou je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Mais c'était pas exactement cela, mais c'est un juste peu les hélicoptères, c'est un quatuor. Qu'est-ce que c'est quand ça? C'est le hélicoptère Streif Quartet. C'est-à-dire, bon, il faut mobiliser 4 hélicoptères, il faut mobiliser l'armée, il faut fermer l'espace aérien, mais c'est une pièce qui a un certain succès et qui marche bien. Donc, en fait, c'est une pièce qui repose beaucoup sur l'idée de vitesse, l'idée de déroulement, l'idée de mouvement, et Stockhausen a fait des sortes de rapports, d'analogie entre des vitesses de jeu et des vitesses de rotation. Ce n'est pas semblable à Boulez. Du tout. Oui, mais n'oubliez pas, ces gens-là, ils sont morts très récemment. Et là, on parle des années 55, 48 à 55. Donc, il faut savoir que c'est comme James Ensor. Ils ont, il y a à boire et à manger dans leur production. Par contre, à ce moment-là, ils sont pour le coup très proches, Boulez et Stockhausen. À cet endroit-là. Berio a toujours fait... Les Italiens ont toujours été dans leur truc, parce que Luigi Nono, il s'inspire des sons de la Giudecca à Venise, etc. Donc les Italiens rentrent moins dans ce truc allemand d'Armstadt, et les Français restent toujours fascinés, quoi qu'ils en disent, par l'Allemagne. Donc mine de rien, cet intellectualisme, ça leur parle. Mais ensuite, ils sont tous plus ou moins séparés. Et Boulez a beaucoup moins composé que les autres après. Ah oui. Mais il a, à un certain moment,
il a été surtout connu, il est moins connu, je dois le dire, par sa musique qu'il ne l'a été par ses directions d'orchestre. Oui. Auprès du public. Maintenant, je ne suis pas musicien du tout, mais il avait un enseignement musical. Tu as assisté, toi? Je l'ai déjà vu faire des masterclass ou ce genre. Il a enseigné à Bâle, il a été à la Musikhochschule de Bâle où il a enseigné l'analyse et la composition. C'était à l'invitation aussi d'une mécène, la Suzanne Tesna suisse, qui s'appelait Margrethe Stehelin, qui l'avait fait venir à Bâle. Enfin, toujours est-il que ces gens qui se disent marxistes-léninistes dans la culture dépendent quand même de figures exceptionnelles comme Tesna et Stehelin en Suisse. Hein, donc, ou bien Paul Zacher, des choses comme ça. Mais oui, il a un enseignement et il a beaucoup écrit. Il a eu le premier la chaire de création musicale au Collège de France. Et la lettre de recommandation, puisqu'il faut toujours être parrainé pour rentrer au Collège de France, le parrainage était celui de Foucault. Oui. Ah oui. Puisque Foucault baraquait, vous connaissez l'histoire? Ah, baraquait, voilà. C'est ça, oui. Mais je ne l'ai jamais entendu, lui. Eh bien, pour le coup, voilà, Baraquet meurt jeune dans les années 70 d'une tumeur intracérébrale, enfin une histoire pénible. La musique de Baraquet doit encore être découverte. La musique de Baraquet est exceptionnellement bonne. Ah oui. Mais Baraquet est mort jeune et n'avait aucun poids institutionnel, si ce n'est le soutien de Foucault dans ses jeunes années pour des raisons extra-musicales. Vous voyez, ça tient à ça, hein, ça tient à rien d'autre. Hein. Non, il faut le savoir, il faut le dire à un moment que la carrière n'est pas fonction de l'intérêt d'un. Et Baraquet est exceptionnel. On n'en joue jamais. Nulle part. Oui, mais pourquoi n'en joue-t-on jamais? Peut-être aussi parce que d'autres étaient chefs d'orchestre et jouaient moins leurs collègues que leur propre musique. Et toi-même, tu en as joué? Moi, j'ai travaillé Baraquet et je continue à en travailler et j'espère pouvoir l'exhumer un jour. Oui. Bien sûr. Mais d'ailleurs, à l'endroit de la pédagogie, à l'endroit des écrits théoriques, c'est certainement là que le lien avec Klee est le plus fort chez Boulez. Parce que vous disiez vous-même, vous parliez de correspondance, oui, et c'est aussi ce que dit Boulez. À certains moments, je n'ai pas noté. C'est pas tant la peinture tu as noté, c'est ça. que les écrits. C'est intéressant de lire à la suite. Ce qu'il est en train de dire. Pour terminer, il faudrait lire à la suite peut-être quelques paragraphes pour que les assistants puissent se rendre compte malgré tout de ce qu'écrit effectivement Boulez. Parce que là je l'ai résumé ou découpé. J'aimerais qu'on lise au moins un paragraphe à la suite. Oui. Vous voyez, quand chez Boulez, il y a la catégorie centrale de déduction. Ça, c'est quelque chose qui l'a accompagné toute sa vie, à partir d'un matériau. Comment déduire le matériau d'une matrice originale. Quelque part, c'est ça le post-structuralisme, c'est-à-dire même si on abandonne les 12 sons, reste toujours l'idée d'engendrer le matériau. Donc ça, c'est un peu la réminiscence de la structure. Et donc la question de la déduction chez Boulez est très importante. Comment déduire à partir d'une idée minimale, mais ça c'est aussi très propre à Stockhausen, parce que c'est tout l'organicisme allemand de la Urpflanze, l'idée voilà, du germe qui va permettre de donner une œuvre sur des dimensions très larges, et que la forme globale soit systématiquement incluse et puisse être renvoyée à l'idée originale, et inversement, qu'il y ait cet éclairage réciproque du tout et de la partie. Donc ça, grosso modo, c'est ce qui reste chez ces compositeurs Mais Stockhausen se détourne de l'idée de structure et remonte à Goethe par le biais de sa théorie des couleurs. Ah oui. Et une sorte de théosophie... oui, c'est ça. Mais la théorie des couleurs de Goethe, si elle est très sensible dans le romantisme, justement dans Goethe, puisque c'est lui qui l'a faite, elle est reprise par Klee. C'est dans Klee. Stravinsky s'appuie sur la théorie des couleurs de Goethe dans leur conception de la sphère colorée, c'est de la liaison
entre la lumière et l'ombre, cette sphère colorée qui est anti-newtonienne, c'est-à-dire qu'elle critique la décomposition de la lumière, la couleur comme résultat de la décomposition de la lumière est comme analysée uniquement à partir des longueurs d'onde. C'est une conception qui n'est moins physique d'ailleurs que picturale, celle de Goethe, c'est certain. Benjamin en parle, je crois, quelque part justement de cette signification de la théorie des couleurs de Goethe. Il y a eu un très intéressant séminaire qui a été tenu par Aliès, qui a enseigné ici, et Jean Clémartin au Collège international de philosophie. Ils ont donné un livre gros sur la théorie des couleurs, qui est l'exposé qui avait été tenu dans l'ensemble de ce séminaire qui a bien duré 6 mois au minimum. C'était un gros livre là-dessus, auquel je vous renvoie, qui est très intéressant. Et quelque chose auquel je renvoyais aussi, et qui n'est pas mal, c'est un livre de Jean Soldini sur Giacometti, qui s'appelle Forme et force dans la sculpture de Giacometti, qui est chez Chimay, qui a paru chez Chimay. Je ne l'ai pas ici, je ne l'ai pas porté pour vous le montrer, mais il n'est pas gros. C'est un livre intéressant. Jean Soldini est un professeur d'art en Suisse, mais de langue française et italienne, mais là c'est écrit en français ce livre. Oui, je te renvoie. Alors là, je ne me rappelle plus. Il y a Lot aussi, tu nous liras Lot. Le rythme selon Lot, enfin, c'est pas grave. On va voir s'il y a le même rapport en musique. Toujours est-il que ce que je retiens du livre, c'est surtout, et ce qui a vraisemblablement fasciné Boulez, c'est le travail sur cet exercice que donne Klee de l'incidence réciproque de la ligne et d'un rond. Alors il parle d'un élève qui lui donne un travail proprement sans intérêt, où la ligne est surmontée du rond, et il montre dans les carnets de Klee tout le travail que celui-ci va faire à partir de la déformation de la ligne et du cercle, donc l'idée de déduction. Mais on ne le voit pas là, il faudrait que ça soit vu, non, là-dedans, parce que que ça soit vu dans l'appareil, parce que si c'est retransmis cet appareil, on le verra. C'est vers page 136. Et oui. Oui, c'est ça. Je l'avais noté également, mais je ne me rappelle plus dit les pages. C'est 136. Voilà. Et donc on voit tout le travail de déduction de Klee sur un problème, c'est-à-dire l'idée non seulement de la logique, mais l'idée d'un dépassement de la logique par la fantaisie créatrice. Et ça, c'est tout le propos de Boulez, de donner un ordre, mais en même temps, par la fantaisie, de déjà dépasser l'ordre qu'on s'est donné soi-même. Et donc, quand il a lu les carnets de Klee, c'est proprement ce qui l'a fasciné, c'est ce dont il parle dans l'ouvrage, jusqu'à arriver à cette esquisse terminale qui dit avoir été ensuite traduite... ah non, c'est celle-là. Donc voilà, on en arrive à ça. Et toujours, Klee donne l'explication logique du travail de déformation sur la ligne et le cercle, et au bout du compte, on arrive à cette... je pense que l'influence réelle de Klee sur Boulez, c'est une sympathie à l'égard de la démarche créatrice de Klee, plus que d'une réaction visuelle à sa peinture qui serait pour lui l'occasion d'une évocation musicale. Donc oui, c'est pour ça, il utilise peut-être un peu trop cette expression de structure, puisque justement, on pense toujours au structuralisme doctrinal ou linguistique, mais il dit bien que c'est par
par la structure qu'il se rejoint, qui fait se rejoindre la musique et la peinture. Que c'est plus, mais elles se rejoignent également par des éléments qui ne sont pas tellement structuraux au sens analytique du terme, d'ailleurs, parce qu'on a l'impression, par exemple, là où il montre les nuages, il y a un tableau, tu l'as montré au début, des nuages, où il y a des rythmes. C'est quoi, c'est celui-là? Oui, là-dedans. Ah, c'est ça, c'est là, mais c'était également à l'intérieur, où c'est peut-être plus visible. Mais il y en a une en couleur, ces nuages, il y en a une qui est en... C'est ça, voilà, c'est ça. Fugue en rouge. Oui, c'est ça. Maintenant, il est évident que l'on voit... Mais il dit, on peut dire, on n'entend pas la peinture. Mais il dit, mais Boulez dit à un certain moment, c'est intéressant, tu vois, on voit la musique. Ça c'est la dernière question, c'est ça. La vision de la musique. Tu vois bien qu'il y a un moment où il parle au niveau de la portée, mais pour cela, il faut être spécialiste et lecteur musical. Or, en France tout au moins, la lecture musicale n'a pas été répandue. Dans d'autres pays, peut-être qu'elle est répandue. En Allemagne, elle est certainement plus qu'en France. Mais en France, la lecture musicale n'est pas du tout répandue, de sorte que la lecture de la musique une œuvre nuageuse aussi n'est pas répandue du tout. C'est une des œuvres qui a directement inspiré. La déduction est montrée là, parce que c'est une œuvre de Klee qui a inspiré, alors de manière très explicite, une œuvre musicale à Boulez, mais avec peut-être un grand malentendu, parce que ce qui l'a passionné dans cette œuvre-là, c'est l'idée d'un fond indéterminé pour lui, flou, sur lequel il va pouvoir se détacher une structure, éventuellement. Donc on a une idée musicale qu'il tire. Mais c'est pas indéterminé, ça. Le nuage, le fond, c'est le fond qui est censé, c'est le fond. Il faut regarder le fond qui est peint. Et il y a un dessin graphique dessus, hein, on ne s'en rend pas bien compte, il faut le regarder de près. Il y a un dessin, mais sinon il y a une préparation au départ très minutieuse, hein, ces fonds sont très préparés, et donc on a quand même quelque chose de nuageux. Picturalement, c'est plus nuageux que ça. Ça, c'est pas nuageux picturalement, il faut définir les termes. Hein. Nuageux, ça suppose que ce soit flou quand même. Là, c'est des dégradés, ça, c'est des décompositions en dégradés. Enfin bon, il faut s'entendre sur les termes. C'est tout le problème des catégories esthétiques propres à chaque art, et qui peuvent garder leur même apparence nominale, mais avoir un tout autre sens. Et là, on a donc un travail graphique sur un fond qui peut être très structuré. En général, un fond dans un tableau, c'est très structuré. Moi, j'ai appris à faire des fonds, c'est très composé. On peut le laisser tel quel, ça devient une abstraction. Mais les fonds de Rembrandt, les fonds de Velázquez, qui ne représentent plus rien, souvent, sont très très structurés. Alors, ils sont apparemment brumeux, mais quand on rentre dedans, c'est plus structuré que le cubisme. On peut y passer beaucoup de temps pour comprendre comment c'est fait. Et c'est d'autant plus important que c'est ça qui va rentrer en accord, en rime, avec la figure. La figure va être d'autant plus forte qu'elle va être en accord avec les rythmes et la construction propre à un fond qui apparaît flou. Les mauvais peintres ne voient rien, justement, des dégradés ou du flou. Et donc le paradoxe, c'est ça. Alors, Klee, évidemment, il joue moins déjà sur la structuration de la peinture antérieure, dans la mesure où il joue plus sur des oppositions de matière et de graphisme. Son fond n'est pas très structuré. Justement, ça c'est vrai. Il est très peu. Ce qui lui permet de plaquer très rapidement, dans une opposition de matière, quelque chose de très dessiné, très fluide, peut-être même à l'encre. Enfin, en tout cas, il joue sur des effets de gravure, un Churet. Alors bon, la gravure, je ne sais plus ce qu'il en fait. Boulez, ça ne l'a pas intéressé précisément. Là, il n'y a pas l'équivalent dans la reprise. Mais pourtant, c'est un des exemples qui m'a le plus frappé dans sa reprise dite déductive, d'une idée picturale devenant ipso facto pour lui une idée musicale. Mais parce que l'opposition fond-structure peut avoir un sens en musique qui n'aura pas, à mon avis, dans la peinture. La structure en peinture, c'est pas du structuralisme. Déjà, il faut s'entendre sur les termes. Il n'y a pas de structuralisme pictural. Donc déjà, il y a bien un fond en musique. Oui, non, mais on n'en a pas débattu, mais c'est toute la question du baroque, du romantisme. Hein, on en reparlera. C'est toute la question du baroque. Les fameuses catégories sur lesquelles on juge de l'art sont effectivement des catégories qui ont déjà connu une extension
formidable depuis le 19e siècle, qui n'existait pas d'ailleurs à l'époque où le baroque a existé. Le baroque n'avait pas de nom. Ce qui fait qu'on ne sait pas si le baroque a existé tel quel, mais c'est après coup qu'on a nommé les choses. Le romantisme est effectivement une notion qui est apparue globalement pour désigner toute une époque, mais la peinture romantique, on voit d'ailleurs ce qui intéresse Boulez, il n'aime pas Delacroix. Il critique fortement le journal de Delacroix. Il est assez sévère avec Cézanne. Cézanne n'est pas intéressant sur le plan théorique. Pour moi, il est très très fondamental. Donc il a aussi des jugements à l'emporte-pièce sur les écrits parce que Cézanne ne pourra pas inspirer un musicien comme lui. Et pourtant, Cézanne passe pour très structuré. Son cubisme est très... Je suis pas sûr qu'à l'époque, on a eu tellement encore accès aux écrits, à la correspondance de Cézanne. Non, elle n'a pas été un peu retardée dans le... Il faudrait vérifier ça. Peut-être qu'il n'avait pas connu. Enfin, ce livre, mais en tout cas, oui, parce qu'on a... dans les années 40... c'est vrai que le livre est assez tardif. Je ne crois pas qu'on connaît beaucoup la correspondance de Cézanne. Je ne sais pas. Je ne suis pas sûr. Je vais te dire, quand il s'en prend à Cézanne, c'est assez précoce à mon avis. Elle est parue relativement tardivement, donc je ne sais pas... Oh, ça date quand même du début du XXe siècle. Après, il faut aussi remarquer une chose, dans sa lecture de Klee, Boulez, il témoigne de son imagination musicale qui est beaucoup plus spatialisée qu'un auteur comme Stockhausen. Ah oui, c'est ça. Par exemple, dans son ouvrage Penser la musique aujourd'hui, il parle du temps, déjà avec des catégories assez pauvres, temps lisse, temps strié, qui sont des idées visuelles, spatiales, et il parle du temps dans un chapitre qui s'appelle Quant à l'espace. Donc, il aurait aussi tendance, à mon avis, à lire la peinture à cet endroit d'une manière spatialisée, et qui ne dénote que sa propre sensibilité, parce que Stockhausen, lui, est le théoricien du temps. À cet endroit, il est vraiment l'opposé de Boulez. C'est le musicien des grandes structures, il a fait des écrits théoriques exceptionnels sur le temps, qui valent pas moins que du Bergson, à mon avis. Mais dont on a encore pris peu connaissance parce qu'ils avaient été traduits en français, je ne sais pas, 30 ans après leur parution. Et ce qui nous fait peut-être rebondir sur l'idée du début, Cézanne, hein, l'idée du fond et de la figure qui n'est pas forcément si riche qu'on veut bien le croire, mais l'idée du rythme, l'idée du mouvement, qui reste encore à définir en peinture. Pour terminer avec André Lotte, je dis André Lotte parce que je viens de le lire. Lotte est très intéressant. Lotte, il fait remarquer que, à l'inverse des formes, par exemple, le rythme n'a pas encore eu l'auteur qui proprement donnera des... à part les peintres eux-mêmes dans leur travail, mais il dit ces trois éléments essentiels, signe, plastique, couleur et valeur, se disposent selon les nécessités du rythme. Il dit, ici nous pénétrons dans un domaine qui a été fort peu prospecté, il n'y a pas eu d'historien du rythme, ce facteur prodigieux n'a trouvé ni son Taine, ni son Berenson, ni même son Faucillon. Et après il critique les théoriciens de la section d'or, les gens qui ont été fascinés par le seul rapport de nombre, parce qu'il dit bien que le rythme n'est pas la seule question du rapport de nombre. Le rythme n'est pas le seul rapport des nombres. Dans la section d'or, dans la section d'or. Voilà. Oui. Et comment le définit-il? Justement... il demande une aide. Il appelle un auteur. Voilà, il en appelle à des... mais c'est parce qu'il parle de trois éléments plastiques sans fonctionnalité. Donc quand on part toujours de le signe dont tu me rappelles les trois éléments qui composent tout. Donc quand on part déjà de là... Signe, plastique, couleur et valeur se disposent selon les nécessités du rythme. Oui, mais si on part de ces trois-là, le rythme n'est qu'une nécessité de la composition. Comme le mouvement, ce qu'on appelle le mouvement en peinture depuis toujours, ou en sculpture, où le rythme, c'est une accélération des rapports, l'enchaînement des rapports. Pour moi, ça n'a jamais été mystérieux. C'est mystérieux pour les cubismes en prise avec les futuristes, et puis c'est mystérieux pour la théorisation éventuellement, mais avec le recul que l'on a, et la documentation que l'on possède, et donc une clarté toute relative, évidemment, par rapport aux notions picturales et sculpturales qu'on peut dégager, le rythme, pour moi, enfin quand je voyais des artistes connus pour leur mouvement, donc Rubens, Michel-Ange, les maniéristes, comme Tintoret, où on a vraiment une composition, on a le sentiment que ça bouge dedans. Ça bouge, la peinture qui bouge, sans bouger, évidemment. Oui, mais qu'est-ce qui fait que ça bouge? Qu'est-ce qui fait que ça bouge? C'est un enchaînement de rapports. Ondulés, par exemple, ondulés, ou des imbrications qui se font en grand nombre.
en grand nombre, en quantité telle que d'un seul coup, on sent un enchaînement rapide, c'est-à-dire l'œil glissera plus rapidement. Il y a l'oblique, évidemment, la composition oblique sera automatiquement plus dynamique qu'une composition verticale, parce que là, l'œil va être emporté de gauche à droite, de droite à gauche, ou en profondeur. Donc le rythme et le mouvement, ce n'est qu'une cadence plastique accélérée, si vous voulez, une composition qui facilite, voilà. Pour reprendre un terme musical, dans ce cas-là, cadence accélérée, parce que les rapports plastiques s'enchaînent plus rapidement. Des gens comme Piero La Francesca ont un rythme, mais beaucoup plus statique, plus lent. C'est pas toujours le cas, il faudrait vérifier, parce que dans les drapés, on a des rapidités, donc c'est très très variable. On peut avoir des mouvements. En général, les drapés sont très rythmés, même dans les peintures les plus statiques. Piero La Francesca, c'est statique, c'est-à-dire que les verticales l'emportent totalement, les personnages ont l'air complètement statifiés, hein, il y a toute une esthétique comme ça de frontalité, donc de monumentalité d'ailleurs, réelle, forte, parce qu'on a la verticale qui l'emporte tout le temps, on a l'horizontale, on a peu d'obliques qui dominent, et on aura donc, dans le détail, une rapidité visuelle, enfin une possibilité de perception rapide des rapports, qui vient tout simplement de l'enchaînement extraordinaire d'un drapé. Voilà. Le drapé, c'est typique. Hein. Dans les lignes, il y a une reproduction également très intéressante où l'on voit voilà, des petites lignes qui s'infléchissent, qui ondulent, et où il y a des petits signes également qui sont donnés et qui donnent bien l'impression de rythme. Ce qui est très singulier chez Klee, dans sa pédagogie comme dans sa peinture, c'est qu'il est démonstratif. Oui, alors lui, c'est l'un des rares peintres qui donne à voir, pour des gens qui ne percevraient pas les formes, qui donne à voir, mais d'une manière presque conceptuelle pour un peintre, qui donne à voir, par exemple, ce qu'est un équilibre. Il enseignait l'équilibre à ses élèves en les obligeant à se tenir sur un pied. Donc déjà, c'est donc l'équilibre que tout le monde connaît pourtant. Alors c'est pas ça l'équilibre évidemment en peinture, on n'a pas besoin de tenir sur un pied puis sentir que il faut sentir dans le tableau l'équilibre. Et alors après il a fait un tableau qui s'appelle Équilibre, un tableau qui s'appelle Équilibre. Vous avez une sorte de roche, c'est pas dedans, et vous pouvez regarder, ça s'appelle Équilibre, et vous avez effectivement sur une sorte de roche qui est simplement une ligne qui découpe une forme. Une oblique en équilibre, mais il appelle ça équilibre, donc il est presque conceptuel par rapport aux notions plastiques. Et puis vous avez les flèches, il met des flèches partout. C'est pas nécessaire non plus pour sentir ce qu'on appelle une direction. La notion de direction, il faudra en parler. Il y a ces ondulations, par exemple le rythme, je ne sais pas si l'on peut parler à propos du mouvement. Et il est très narratif aussi. Il faut penser que Klee, alors là on peut le voir, hein, c'est-à-dire qu'il ne reste jamais au niveau des formes strictes. Il faut toujours qu'on apprécie. C'est pour ça que c'est pas un exemple non plus très précis, Klee pour la constitution formelle de la peinture, parce qu'il donne toujours une expression et comment dirais-je une dynamique empruntée à des modèles organiques. Donc là vous avez les colimaçons réels, et surtout dès le début, attendez, je crois qu'il faut que je retrouve le passage d'entrée, il est très étonnant. Voilà, l'œuvre plastique présente pour le profane l'inconvénient de savoir où commencer. Mais pour l'amateur averti, l'avantage de pouvoir abondamment varier l'ordre de lecture et de prendre ainsi conscience de la multitude de ses significations. Alors, autrefois, on représentait les choses qu'on veut voir sur Terre, alors aujourd'hui le visible. Et donc, par exemple pour la ligne, bon, je ne trouve pas le passage précisément, voilà, tout devenir repose sur le mouvement. Donc il y a un facteur temps pour lui, mais il expliquera une ligne comme un chemin, une promenade que l'on peut faire dans la campagne, en suivant par exemple le contour et le détour d'une ligne. Donc c'est toujours une expérimentation déjà un peu hors peinture, et qui a plu beaucoup d'ailleurs dans les arts plastiques au sens contemporain du terme. Parce que là on a presque des exercices de land art, de performance. Son enseignement partait presque du corps des élèves, mais on s'éloignait de la peinture stricte, c'est tout le problème. Du coup les critères appartenaient à la vie et pas automatiquement à la visualité. Et ça, c'est très important parce que on peut tomber par exemple dans une signalétique où on met des flèches. Mais vous voyez bien que ce tableau qu'on a montré tout à l'heure où il y a des flèches qui organisent toute la composition, je ne sais pas si je vais la retrouver. En général, on n'a pas besoin de marquer une flèche, une vraie flèche. Il fait une vraie flèche, lui. Alors, la vraie flèche, de toute façon, ça oriente le regard. Mais on n'a pas besoin, en principe, de mettre une flèche. C'est le seul, ce sont tous des abstraits qui veulent balader le regard de gauche à droite, n'ont pas besoin d'une flèche. Et lui, il introduit ça. C'est très, très étonnant. Donc, il est illustratif, il est très, très conceptuel, déjà. Ça, c'est
c'est bien des rythmes. Même là c'est des rythmes. Alors c'est le rythme au sens de la décomposition du mouvement. Mais c'est pas ce qu'on appelle un rythme en peinture. C'est déjà presque, vous savez, les rythmes de la photographie de Jules Marais qui a fasciné les premiers artistes du futurisme, et même gens comme Duchamp. Vous avez Muybridge et Jules Marais. C'est la photométrie, je crois. C'est décomposer. Pas première fois, on peut décomposer le mouvement, la marche d'un homme, la course d'un cheval. Et évidemment, mis bout à bout, ça donnait comme ça une illusion de mouvement. Et du coup, le cinéma pouvait arriver, mais la peinture n'a pas représenté ça. Et c'est un mouvement là qui relève presque d'une illusion d'optique déjà, et qui va jouer d'ailleurs dans une certaine forme d'art. Mais le mouvement en peinture n'a pas besoin de. Là, il y a un mouvement réel qui n'a pas besoin d'une décomposition ni même d'une flèche. Donc, dès qu'on a une flèche, bon, c'est déjà du sens. Pour moi, c'est déjà quelque chose en plus. Déjà du discours. Et il a recours à cela fréquemment. Alors bon, pédagogiquement, ça fait utile, bien sûr. Mais ça peut effectivement également créer une confusion possible. Ah, je ne retrouve même pas la chose. Là. Alors, je m'y perds. Donc, je vous l'ai montré tout à l'heure. Ah. Ben voilà. Vous voyez. Pour le haut et pour le bas. Alors, on sent. Il parlera de poids aussi pour les ombres et les clairs. Amener à sentir la légèreté des teintes lumineuses claires et un poids, une lourdeur. Et ça joue dans l'équilibre, ça. Et on peut le sentir. On peut le sentir, bien que le fond lui-même absorbe quand même les parties les plus lourdes, selon lui. Donc il apprécie en plus les valeurs d'ombre et de lumière en termes de poids. Ça fait partie de son enseignement, ça. Ce qui est tout à fait étonnant quand même, lorsqu'on connaît ce qu'est une lumière en peinture. Parce qu'il ne faut pas oublier non plus, on fait comme si. Le comme si, moi je m'en sers depuis Derrida à l'université sans condition, le comme si. Comme si l'art, comme si la philosophie, comme si... la politique, mais donc comme si l'enseignement artistique, il y a une sacrée différence, comme on sait, ou on devrait le savoir, entre l'enseignement totalement éclaté des arts plastiques, où on n'a absolument aucun critère en fin de compte officiel, comme il en existe en musique, où là on a au contraire une solidification de l'enseignement, qui est absolument pas remis en cause, ni par les contemporains, ni par les modernes, ni par les classiques à leur temps. Donc il y a une sorte, donc le conservatoire musical enseigne avec des partitions une codification partagée, alors que les critères picturaux varient d'un peintre à l'autre, qui d'ailleurs en général exprime son style. C'est ce qu'on s'amusait effectivement à tourner un peu en dérision aux Beaux-Arts, parce que l'enseignement n'existait qu'à travers la peinture de l'artiste. Donc on était dans un atelier, et donc d'une certaine manière, l'enseignement consistait à déteindre sur l'élève, hein, au sens propre comme au sens figuré, ce qui n'est pas un enseignement extraordinaire, puisque c'est tout fait une imprégnation stylistique, et pour peu que l'artiste lui-même n'ait pas comme enseignant des possibilités autres, il va limiter aussi la création de l'élève, puisqu'il va l'enfermer dans un style qui est le sien, qui n'est pas universel du tout. Et un bon peintre enseignant devrait ne pas être reconnaissable. C'est-à-dire sa personnalité artistique ne devrait pas être déduite de l'apprentissage qu'il offre à ses élèves. Or, c'est quasiment impossible dans la plupart des enseignements plastiques. Les enseignements plastiques sont d'autant moins, codifiés, comme il en existe en littérature et en peinture, qu'ils ont en plus été élargis jusqu'à disparaître, tellement l'extension est grande, jusqu'à l'anti-art. C'est-à-dire que c'est le seul domaine, il ne faut quand même jamais l'oublier, on fait comme si il n'y avait pas un problème à cet endroit-là, c'est le seul domaine. Et ça s'est vu justement depuis la création de l'enseignement des arts plastiques à l'université, mais ça a déteint sur les beaux-arts et les arts appliqués par la suite. C'est le seul domaine artistique où l'anti-art s'est créé un domaine à part entière, où on peut donc enseigner sous le même terme d'art plastique, quelque chose qui avait été considéré comme anti-pictural à une époque, mais qui est maintenant associé à la peinture, ou anti-sculptural, c'est-à-dire tout le domaine du rudimède, de la citation d'objets, de la littérature, de l'écriture comme œuvre, du dispositif, des problématiques théoriques, etc. Parce qu'on peut remplacer la peinture par presque tout, et c'est encore quelque part de la peinture. Pour Lyotard, c'est encore de la peinture. Pour Bernard-Henri Lévy aussi, qui a fait une exposition à Maille, il appelle peinture tout ce qui est produit sous le registre des arts plastiques, et pourtant, certains spécialistes d'ailleurs d'art contemporain ont dit quand même on ne peut pas appeler peinture ce qu'a fait Duchamp à partir de ses rudimèdes, on ne peut pas appeler peinture Takis qui expose, ou même sculpture Takis qui expose justement quelque chose qui aurait un rapport avec la musique. C'est-à-dire qu'on peut être un artiste issu d'autres domaines et être plasticien. On peut être musicien et sa performance musicale peut être considérée comme art plastique, il ne faut pas l'oublier. Et l'inverse n'est pas vrai. C'est le seul domaine
Donc la peinture, c'est le lieu de l'hospitalité absolue. Je parlais du côté bonne fille de la peinture jusqu'à un certain point, puisqu'elle tend à disparaître. Elle partage son espace de visibilité, et en fin de compte, elle est même réduite à la potion congrue, ou alors elle est complexée, elle est poste du Champienne, donc elle doit être autocritique, comme c'est le cas avec beaucoup de peintres contemporains. Lorsqu'ils sont peints, c'est toujours avec une sorte de critique interne au processus, donc une critique de l'image, une critique de la peinture elle-même, d'une certaine manière. Or, je suis assez étonné qu'on oublie toujours cette différence importante dans l'enseignement des différents arts, les plus institués, les plus académiquement reconnus. Et il y a une modernité plus violente, plus radicale dans l'art contemporain. Alors, deuxième point pour finir, moi personnellement dans l'histoire de l'art, j'ai pas l'impression qu'il y a... Bon, du coup j'ai découvert effectivement l'influence, ça pourrait être flatteur en un premier temps mais inquiétant, influence donc de la peinture vraiment sur les musiciens qui me semblaient les plus autonomes, les plus indépendants de tout rapport à l'image ou à la plastique, et je vois donc l'importance de Klee pour Boulez ou pour Schoenberg aussi, l'importance de la peinture. L'inverse n'est pas vrai. Ce qu'on appelle le musicalisme, par exemple. Alors, Picasso ne s'est jamais inspiré de la musique. C'est pas parce qu'on prend des instruments de musique qu'on s'inspire de la musique, évidemment. Parce qu'il a fait des pipes aussi. Et la pipe, ça n'intéresse pas tous les fumeurs d'opium, tous les tabagiques du monde. Donc ce sont simplement des objets de nature morte qui ont été développés dans le cubisme. C'est très très simple, ça permet de décomposer. Et puis l'homme aussi a été décomposé. Mais c'est pas un transhumanisme, c'est pas une réflexion sur la spécificité de la réalité humaine. C'est simplement une forme qui va se décomposer, qui est plus ou moins complexe. Et je connais aucun peintre, ni impressionniste, pour prendre les grands peintres de la modernité, ni cubiste, qui soit vraiment inspiré de la musique. Le terme de musicalisme, Gauguin l'emploie. Il parle de musicalisme dans une lettre, par opposition à la mythologie. Pour mieux dire ce qui est peut-être plus intéressant pour le public, il le dit, montrez-leur, c'était déjà un effet touristique, montrez-leur, il dit ça à sa femme, je crois. Tu montreras mes peintures mythologiques, ça leur plaira, ça fera couleur locale. Évidemment, la peinture, c'est le musical. Le musical, donc, c'est le rapport des formes qui n'ont pas de signification pour lui. Et pourtant, Dieu sait qu'il exprime un bonheur, une nudité, un érotisme. Là aussi, je suis assez frappé, on en reparlera sur l'érotisme musical, peut-être plus important que l'érotisme pictural. Je suis pas sûr qu'il y ait l'équivalent du nu quand même en musique, mais il n'y a pas de pornographie musicale, mais on pourra en discuter. Alors que la pornographie, c'est encore un terme de peintre. Hein. C'est pour désigner un type de peinture dans l'histoire de l'art. La pornographie, c'est, je ne sais plus comment s'appelle ce peintre. C'est le peintre de Tibère qui peignait effectivement des choses qui ont disparu, des fresques donc à Capri. Tibère, il avait ses petits poissons, c'est des enfants qui se baladaient entre ses cuisses, et il y avait... je ne sais plus comment il s'appelle ce peintre, mais il a été désigné comme pornographe. Voilà, la pornographie est inventée d'un genre pictural. Alors, il y a quand même une précédente. On n'a pas parlé de choses comme ça en musique. Je sais bien qu'il y a le bachi, qu'il y a le deuxième. Enfin, quand même, le nu passe pour plus scopiquement, comment dirais-je, corporel, donc scopique, enfin avec une pulsion, que la musique, mais on peut en discuter. Voilà, c'est les 3 points tout au moins. Mais là, encore une fois, le musicalisme, c'est vraiment une métaphore en peinture. La musique n'a inspiré aucun peintre, à ma connaissance, pratiquement aucun. C'est ça qui me frappe. Alors évidemment, je suis toujours plus radical que vous, etc. N'oublie pas que, à ma connaissance, l'œuvre qui était censée célébrer les noces de la peinture et de la musique à l'endroit de la couleur, la sonorité jaune de Kandinsky et Hartmann, c'est une œuvre dont il reste aucune trace. Oui, puis c'est un art de spectacle, c'est du théâtre en plus. Ah oui, une œuvre qui reste une place. Ah oui, d'accord. Elle n'est plus donnée à entendre ni à voir. Ben voilà. Et donc c'est une œuvre purement conceptuelle, qui est comme par hasard. Et maintenant, oui, c'est ça, il faudrait voir. Quelqu'un qui a étudié cela, c'est plus Kandinsky dans le spirituel, dans l'art. Ce livre est très intéressant. Il est contemporain d'ailleurs de Klee, de Schoenberg, et donc c'est un associé. Dans le spirituel, dans l'art, qui est très intéressant comme livre, que l'on peut lire en peut-être. J'ai tout. Ah ben je ne parle pas. Il faut attendre une seconde. On peut être un peu éloigné du spirituel dans l'art de Kandinsky, parce que comme Kandinsky, contrairement à Klee, est très porté vers le mysticisme, vers le religieux et le mysticisme, c'est ce qui nuit un petit peu à ce qu'il écrit, parce que à tout moment il fait appel à
au spiritualisme comme opposition au matérialisme, à l'intériorité, à la religion même explicitement, à l'esprit comme spiritualité religieuse, donc c'est un peu gênant. Mais si l'on ne tient pas compte de cela pour voir ce qu'il écrit, c'est intéressant. Là, pourquoi je vais vous rendre la parole avant de terminer, mais parce que j'étais tombé sur ce passage quand tu parlais de la couleur, c'était dans le spirituel, dans l'art, alors il parle de ce qu'il appelle la nécessité intérieure, qui est un concept difficile d'ailleurs, mais qui est très intéressant parce qu'il n'est pas simplement quelque chose qui concerne un sentiment psychologique qui pousserait à peindre ou qui pousserait à choisir tel et tel sujet déterminé, puisque précisément dans l'abstraction il n'y a plus de référence avec l'extériorité, avec les figures, donc il y a une nécessité intérieure qui va déterminer une création dans un motif abstrait. Ce n'est plus la même chose que si l'on choisit un motif proposé par un thème religieux, biblique ou par un paysage, etc. Là on est obligé de savoir comment les formes, comment les couleurs vont se composer ensemble. Et là, c'était très difficile, par une sorte de nécessité, mais qui n'est jamais effectivement un déterminisme. Il utilise bien cette expression de nécessité, au fond, un petit peu comme Spinoza parle d'une nécessité qui fait que l'on ne peut introduire à l'intérieur des mouvements et des choses et des actes de création un choix qui soit absolument arbitraire, mais que l'on est conduit par une nécessité intérieure. Alors, c'était à propos de la couleur, je choisis un exemple à propos de la couleur, c'est qu'il faut admettre, c'est ça, c'est pour le rapport justement entre les différentes correspondances entre les arts. Il faut admettre que l'œil est en relation étroite non seulement avec le goût, mais avec les autres sens. Il faudrait se rapporter là un petit peu à ce que dit Kant dans l'idée d'un sens commun. Un sens commun qui est au niveau de l'appréciation du plaisir esthétique. Il y a quelque chose qui fait que l'œil est en rapport avec les autres sens. L'œil est en relation étroite, non seulement avec le goût. Le goût, je pense qu'il emploie ici ce terme au sens kantien, mais peut-être aussi au sens du goût, le goût opposé à l'odorat, qui fait partie des cinq sens. Je pense, peut-être. Il faut admettre que l'œil est en relation étroite, non seulement avec le goût, mais avec les autres sens, ce qui du reste se trouve confirmé par l'expérience. Il y a des couleurs qui semblent rugueuses et blessent le regard. D'autres donnent au contraire une impression de lisse, de velouté. On aimerait les caresser, par exemple le bleu outre-mer foncé, le vert de Crône, la laque rouge. C'est cette sensation qui produit la différence dans le ton des couleurs entre les tons chauds et les tons froids. Certaines couleurs, comme la laque rouge, paraissent moelleuses et douces, d'autres, comme le vert cobalt, le bleu-vert, oxyde entre parenthèses, toujours dures et sèches, même lorsqu'elles sortent des tubes. On parle couramment du parfum des couleurs ou de leur sonorité.
Il n'y a personne, tant cette sonorité est évidente, ça, c'est un peu, elle est évidente, oui et non, qu'il puisse trouver une ressemblance entre le jaune vif et les actes et les notes basses du piano, ou entre la voix de soprano et la laque rouge foncé, c'est-à-dire il n'y a personne, tant cette sonorité est évidente, qui puisse trouver. Donc il n'y a pas de ressemblance, je pense. Et la laque rouge du piano, fondée sur l'association, cette explication ne suffit pas à rendre compte des cas les plus importants. Tout le monde connaît l'action de la lumière colorée sur le corps, action qu'utilise la chromothérapie. Je ne savais pas qu'il y avait une action. À plusieurs reprises, on a tenté de faire servir à des fins curatives dans certaines maladies nerveuses les propriétés de la couleur. On a ainsi observé que la lumière rouge est tonifiante pour le cœur, qu'à l'inverse, le bleu ralentit ses mouvements et peut même momentanément au moins les paralyser. Malheureusement, le fait que de pareils effets puissent être observés sur les animaux et sur les plantes enlève toute valeur à cette explication. C'est-à-dire que je pense qu'il veut dire il veut que cette explication soit essentiellement esthétique ou spirituelle et non pas matérielle, puisqu'il s'agirait là d'une action simplement physique, je pense. Mais là, ça serait une chose à discuter. Il n'en reste pas moins exact que la couleur recèle une force encore mal connue mais réelle, évidente et qui agit sur tout le corps humain. À plus forte raison, ne peut-on se contenter de l'association pour expliquer, donc c'est ça, il dit que ce ne sont pas des notions qui sont simplement associationnistes. Par exemple, on aurait vu du jaune sur un champ de blé et on aurait éprouvé une impression quelconque, mais non, c'est que l'action, donc c'est l'expressivité, c'est bien là où il s'agit de ce que Bruyère appelle l'expressivité de la chose elle-même. Se contenter de l'association pour expliquer l'action de la couleur sur l'âme. La couleur, néanmoins, est un moyen d'exercer sur elle une influence directe. La couleur est la touche, l'œil le marteau qui la frappe, l'âme l'instrument aux 1000 cordes. On peut penser ici au clavecin de Diderot qu'il expose dans le rêve d'Alembert et qu'a utilisé Crevel dans son beau livre, le clavecin de Diderot. L'artiste, lui, est la main qui, à l'aide de telle ou telle touche, bon, c'est ça, obtient de l'âme la vibration juste. Il est donc évident que l'harmonie des couleurs ne doit reposer que sur le principe du contact efficace. Là il faudrait le lire dans le sens, justement, de ce clavecin de Diderot. L'âme humaine, touchée en son point le plus sensible, répond. Cette base, nous l'appellerons le principe de la nécessité intérieure. Et il y a une note très curieuse qui montre un peu que les informations prétendument scientifiques sur lesquelles ils s'appuient ne sont peut-être pas toujours très précises. Théoriquement, expérimentalement aussi, on a déjà beaucoup étudié cette question grâce à des rapprochements nombreux et en se fondant sur le principe de la vibration. Mais là, c'est intéressant, cette idée qu'il y a une sorte d'influence vibratoire de l'air et de la lumière. On a tenté de démontrer que la peinture, elle aussi, avait son contrepoint. Cette idée d'une Benjamin en parle, mais ce n'est pas à travers Kandinsky. Il parle toujours dans ce même texte sur l'origine de la contrepoint, on peut en parler là, par contre. Des romantiques, d'ailleurs de Ritter et
des figures de Chadli qui avaient été étudiées, je crois, par un physicien de ce nom au XVIIIe siècle, qui sont l'organisation sur des vibrations, sur une plante fait vibrer une plaque, et il y a des figures qui se forment avec de la limaille de fer. On a d'autre part essayé de faire retenir par des enfants peu doués pour la musique une mélodie à l'aide des couleurs. Par exemple,